Bonjour à tous, je suis Ladane Dirix du cabinet TGS France Avocat. Je suis avocat en droit de propriété intellectuelle et je travaille en fait pour un groupe qui s'appelle TGS France qui porte également la structure TGS France Avocat avec une spécialité qui est pour moi la protection des actifs immatériels. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle la valorisation du capital immatériel, sachant que c'est un sujet qui mérite à être connu beaucoup plus auprès des entrepreneurs qui ne sont pas nécessairement des multinationales ou des ETI ou des grands comptes. Et pour cause, en fait, de plus en plus, en fait, l'économie se transforme. On mesure de plus en plus le poids du capital immatériel auprès des entreprises et notamment on a vu dans les dernières opérations de grandes sociétés comme Apple. Alors ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je vous rassure, on ne va pas parler de Apple, mais on a vu la dernière capitalisation boursière de Apple qui se montait à 800 millions d'euros, et dans lequel en fait il y avait quand même 700 millions qui étaient dus en fait à la part du capital immatériel. Je vous raconte ça parce qu'en fait, l'idée, c'est que vous puissiez être sensibilisé à l'intérêt, dans une posture responsable, de valoriser vos trésors cachés. On parle de trésors cachés quand on parle de capital immatériel. Mais il s'agira aussi, lors de ce tuto, de décortiquer ensemble de quoi on parle, parce que dans capital immatériel, on a l'impression qu'en fait, on peut tout mettre. Or, ce n'est pas le cas. On ne peut pas tout mettre dans le capital immatériel, mais vous allez sans doute trouver tous en fait, un intérêt à réfléchir à cette question et à identifier en fait, les actifs sur lesquels vous pouvez poser des leviers de croissance, des indices de performance et de quoi accompagner votre croissance avec plus de sérénité et avec une logique de valorisation économique financière. Alors, tout d'abord, en fait, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle le capital immatériel. Alors, c'est une notion qui a beaucoup évolué dans le temps. Dans les années 80-90, on a parlé de goodwill. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ça, et notamment auprès des experts comptables qui, lors des évaluations financières, parlent de goodwill. Alors, le goodwill, c'est un peu, je dirais, la part subjective qu'accorde la clientèle à votre concept, à votre marque, à votre technologie, et qui fait que, en fait, les clients vont faire un choix pour votre marque et non pas pour celle de votre concurrent. Donc c'est le côté fidélisation des clients qu'on appelait avant le goodwill. Le goodwill était valorisé avant, estimé financièrement un petit peu quand même au doigt mouillé par rapport à un potentiel de développement. Aujourd'hui, ce goodwill, il se décompose en fait en de nombreuses autres catégories. Ces catégories-là ne sont pas limitatives puisque dès lors que vous êtes sur quelque chose qui est palpable, une création qui a nécessité de l'investissement de votre part, dès lors que ces investissements-là ont été un peu protégés juridiquement pour mettre des barrières à l'entrée par rapport à la concurrence, vous allez rentrer dans une logique de capital immatériel valorisable. Alors évidemment, pour être valorisé, il faut que ce soit aussi duplicable, que vous sachiez comment transmettre, dupliquer et éventuellement donner en franchise ou en licence ces parts d'actifs immatériels. Je vous ai mis sur cette slide quelques exemples de parts de capital immatériel, notamment en fait ce que vous connaissez déjà, tout ce qui est droit de propriété industrielle comme le brevet, la marque, le dessin et modèle. Alors ça, on connaît tous, puisqu'en fait on fait des dépôts auprès de l'INPI pour avoir un monopole, soit sur un nom, soit sur une invention, soit sur la forme esthétique en fait, d'un produit. Mais autour de ça, aujourd'hui, en fait, on a découvert aussi qu'il y a tout un tas d'autres actifs immatériels qu'on peut intégrer dans le capital valorisable. Donc là, on va parler tout simplement, par exemple, des data. Les data, donc tout ce qui est collecte de données, gouvernance de données, exploitation commerciale des données, rentre dans une logique de valorisation financière et peut, à certaines conditions, faire partie en fait, de votre patrimoine immatériel, patrimoine de la société. De la même façon, vos contrats et la façon dont ils sont rédigés, je dirais les caractéristiques du contrat dans leur pérennité, dans leur côté reconductible ou non, la fidélité du client dans le contrat, l'enjeu du contrat, votre sécurisation dans le contrat, tout ça, ça peut également faire l'objet de valorisation. On a aussi en fait tout ce qu'on appelle la valorisation des fichiers clients, la qualité du fichier client. On peut parler aussi de savoir-faire.
en quoi est-ce que votre savoir-faire représente aussi un capital immatériel, sachant que, effectivement, un savoir-faire n'est juridiquement valable que s'il a fait l'objet d'une contractualisation avec un tiers. Donc, on ne va pas rentrer aujourd'hui sur ce tutoriel dans le détail de ce qu'est un savoir-faire ou décortiquer chaque actif immatériel. C'est pour vous donner une idée en réalité de ce que ça couvre. Alors le sujet d'aujourd'hui aussi par rapport à la journée Social Change, c'est de vous parler aussi de la valeur du capital RSE. Donc on a eu en fait dans les années 2010 un formidable outil qui s'appelle le Thésaurus Percy et qui a déjà anticipé l'existence de ce qu'on appelle le capital, alors on l'appelait le capital sociétal, qui va s'attacher à mesurer la qualité de la politique RSE d'une société pour ajouter des points de valeur ou en enlever. Donc aujourd'hui, ce capital RSE, il peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait en fait imaginé à l'époque, puisque dans RSE, aujourd'hui, on met aussi tout ce qui est environnemental, santé, bien-être, capacité à la création d'emplois. Voilà, donc on va y revenir un tout petit peu plus dans le détail, mais ce qui est important ici de retenir dans la notion de capital immatériel, c'est ce travail qui est sans doute chez chacun des dirigeants que vous êtes, un travail d'audit que vous devez faire chez vous pour identifier ce qui peut rentrer dans la valeur de votre capital immatériel. Et c'est en ça qu'en réalité, la thématique du social change nous intéresse sur la partie valorisation du capital immatériel, c'est que tout simplement, très souvent, on néglige ces trésors cachés, on ne les identifie pas et on pense qu'en fait, ils ne peuvent être évalués qu'au doigt mouillé. Alors, comment est-ce qu'on fait pour finalement monétiser des intangibles? Puisqu'on parle bien ici d'immatériel, donc d'objets de création, d'objets de capitalisation, d'investissement qui sortent, si vous voulez, du capital humain. Hein, ce sont les hommes qui créent. Comment est-ce qu'on peut transformer l'intangible en tangible? Comment est-ce qu'on peut monétiser finalement ces intangibles-là? Alors, la méthode n'est pas si compliquée que ça, puisqu'en fait, il s'agit d'une part d'identifier, d'autre part de mesurer et enfin de valoriser au sens financier du terme. Alors on ne fait pas ça en fait sur un coin de table évidemment, puisqu'il y a des référentiels qui existent et qui continuent d'évoluer et s'enrichir. Tout d'abord en fait on a eu la norme ISO que vous voyez, qui est elle la norme ISO 10668 dédiée à la protection et à la valorisation des marques. Alors cette norme ISO, en fait, elle vous explique tout simplement comment savoir combien vaut une marque à un temps donné. Donc ça, c'est un premier référentiel. On a également le Thésaurus Percy. Alors le Thésaurus Percy, c'est le premier référentiel qui a été conçu et validé par le ministère des Finances et de l'Économie et qui décortique là les différentes méthodes de scoring et de valorisation des capitaux immatériels au sens beaucoup plus large que ce qu'on appelait soit le goodwill, soit les actifs au sens dépôt, marque, brevet, etc. Donc ça va beaucoup plus loin. Et donc cet outil-là, qui est également évolutif, a le mérite de répertorier de façon très précise les différentes catégories de l'immatériel. Enfin, on a des normes aujourd'hui qui se sont développées autour de la politique RSE et celle qu'on connaît très bien, c'est la norme Lucie, notamment, qui existe pour évaluer, je dirais, la qualité de la politique RSE et d'octroyer à cet aspect-là également une valeur financière. Donc, je rappelle, pour valoriser le capital immatériel et l'intégrer dans votre patrimoine de société, 3 étapes: j'identifie, je mesure et je valorise. Vous verrez que vous êtes tous concernés en fait parce que ce n'est pas du tout réservé à des grosses structures et si vous avez ce raisonnement de pilotage dès la création de votre entreprise, vous aurez gagné des points de performance plus rapidement et plus sereinement tout en étant responsable, c'est-à-dire en faisant fructifier les finances internes, c'est-à-dire les valeurs qui existent chez vous. Alors, pour identifier votre capital immatériel, vous avez ce schéma qui répertorie toutes les rubriques qui ont été recensées dans le Thésaurus de Bercy et qui sont, à mon sens en tout cas, évolutifs également, hein, parce que vous voyez bien qu'il y a des capitaux qui peuvent s'ajouter au fil des tendances et de la transformation de l'économie. Hein. On parle de plus en plus, je vous parlais tout à l'heure de data,
c'est un des exemples de catégories d'immatériel qui méritent d'avoir une brique à part entière dans la valorisation. Donc autour de cette notion de valorisation de l'immatériel, vous avez une dizaine de catégories. Alors vous pouvez les pondérer, c'est-à-dire par rapport à votre secteur d'activité, attribuer un poids différent en fonction de chaque catégorie d'actifs immatériels, donc capital client, capital actionnaire, capital humain, etc. Donc sur ce schéma-là, vous voyez ce qui officiellement ressort du référentiel et qui peut vous permettre d'avoir déjà un début de réflexion sur ce qui est identifiable chez vous. Alors vous allez voir, hein, en fonction du secteur d'activité, certaines catégories vont être plus ou moins importantes, centrales, notamment par exemple quand on est dans le monde digital, effectivement la marque va avoir une place centrale, effectivement le capital système d'information et le capital savoir en fonction du degré de technologie et d'innovation vont avoir une importance cruciale. A l'inverse, quand on est par exemple dans le domaine de la restauration, effectivement on va mettre plus de poids sur le capital actionnaire ou capital dirigeant qui va être sans doute le fondateur d'un commerce ou d'un restaurant ou le chef étoilé. Vous voyez que donc, en fonction du secteur d'activité et des tendances du moment, les coefficients de pondération peuvent varier. Ça vous aide aussi à hiérarchiser chez vous les postes sur lesquels vous allez pouvoir budgétiser plus facilement. Un petit focus, par exemple, sur le capital sociétal. Donc, comme vous voyez, c'est une des parties en fait, qui aujourd'hui nous intéresse le plus, surtout dans le cadre de cette journée Social Change, c'est de savoir comment est-ce que la société a structuré sa politique RSE et est-ce que sa politique RSE répond bien aux critères qui lui permettent de gagner des points de valeur en fait, dans sa capitalisation et dans son évaluation financière. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, à chaque partie, en fait, vous allez voir qu'il y a des briques qui continuent d'exister. Sur le capital social, on va notamment avoir tout ce qui est les critères de mesure de l'implantation locale. Est-ce que les salariés ont accès à des services en local qui participent à leur bien-être, qui participent au développement de la société? Est-ce que la société est source de création de richesses et de revenus? Est-ce que la société encourage l'investissement? Par exemple, est-ce que la société encourage chez ses salariés des prises de participation dans des partenariats, dans des actions humanitaires, dans des associations? Est-ce que la santé est bien prise en compte, la santé au travail, le bien-être du dirigeant, hein, c'est tout un thème qu'on a à cœur chez TGS de développer également au sein d'une association qui s'appelle Inspire. Donc la santé du dirigeant, quel est son impact sur la valeur de l'entreprise, sur sa performance? On mesure également tout ce qui concerne les volets éducation et culture, hein, pour s'assurer que l'ensemble du capital humain est, je dirais, favorablement encouragé à garder ses postures de démarche apprenante et de formation continue. Donc, ce sont des exemples. L'approche peut être totalement empirique, comme elle peut aussi se baser pour la charpente sur le référentiel de Thésaurus, mais c'est pour vous donner des exemples en fait, de pans sur lesquels on se penche pour faire la valorisation de la partie purement RSE. Vous voyez bien que cette grille, après, vous pourrez bien évidemment consulter aussi le Thésaurus, va poser des questions en fait, sur tout un tas de volets en fait, du capital sociétal. Alors, comment est-ce que je mesure? Une fois que j'ai scoré les différentes catégories, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'obtiens des scores. Là, je vous ai donné en fait un exemple de calcul où vous voyez bien sur les premières lignes qu'on a obtenu des scores qui sont pondérés, hein, qui sont issus des grilles de survaleur et de sous-valeur et qui nous donnent un score. Alors, le score, attention, il peut aussi être négatif dès lors qu'on est sur une partie qui représente un risque. Hein. On a pu voir dans l'exemple que je vous montre ici que, par exemple, le capital marque a un score négatif de moins 10%. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit, par exemple, que la marque n'a pas été déposée, n'a pas été défendue, n'a pas fait l'objet d'une stratégie de veille, elle est plutôt générique, elle ne peut pas s'exporter. Donc, vous voyez bien que en fait, la valorisation permet aussi de détecter des failles qui, par la suite, vont faire l'objet, je dirais, de mesures correctives de la part du dirigeant. Donc là, sur cet exemple-là, on arrive à un score final, je dirais moyen, de 29%. Ça représente quoi ces 29%? Ça va représenter la part de survaleur que vous allez pouvoir apporter par rapport à une évaluation financière. Je rappelle que l'évaluation financière, c'est tout simplement les méthodes de calcul DCF ou autres que vous connaissez, que vos comptables et consultants financiers vous proposent, mais qui ne tiennent pas compte
de la valeur du capital immatériel. Et c'est en ça que cette méthode de valorisation va apporter, si vous voulez, un nouveau regard sur votre patrimoine, puisque ça va mesurer les richesses que vous avez déjà. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des financements là où vous avez déjà des richesses chez vous. Et c'est pour ça que c'est une finance responsable et propre. Donc, dans cet exemple, vous avez 29% de survaleur par rapport à une évaluation financière. Donc, si on prenait l'exemple, on verrait bien que l'évaluation financière, à elle toute seule, elle représente par exemple 746 K € et que grâce à l'évaluation de l'immatériel qui représente 29% de survaleur, on arrive à un montant beaucoup plus important, donc 30% de plus en l'occurrence des capitaux propres. Et là, effectivement, on voit bien le delta qui nous sépare d'une évaluation lisse sans considération du capital immatériel. Alors, quand on évalue, effectivement, pour synthétiser ce que je viens de vous expliquer, on va avoir une évaluation financière à laquelle on va ajouter le score de la valorisation de l'immatériel. Donc, finalement, dans l'entonnoir, vous voyez bien qu'on a mis tous les capitaux qu'on a mesurés, avec chacun, je dirais, un poids financier différent, et qu'au final, le total est bien évidemment beaucoup plus valorisant. Souvent, ce total-là, il va représenter quoi? Il va représenter votre marge de manœuvre et votre marge de négociation, soit avec des financeurs, soit avec des actionnaires, soit avec des investisseurs, soit pour revaloriser vos parts, soit dans le cadre d'une transmission. Donc, vous êtes tous concernés parce qu'il ne faut pas attendre d'être contraint de faire une valorisation. Premièrement, en fait, l'approche sert à augmenter la performance sans que vous vous endettiez pour autant. Tout simplement parce que vous allez détecter les leviers de croissance et les zones de risque. Deuxièmement, vous allez pouvoir transformer vos dépenses en investissement parce que vous savez par exemple que si vous allez dépenser beaucoup plus de budget je prends un exemple, dans le marketing digital, en retour, ça va augmenter la valeur de votre marque. C'est un exemple. Vous allez avoir du poids de négociation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous allez aussi remettre l'humain au centre de la gouvernance, puisqu'on va pouvoir valoriser le capital humain, le capital organisationnel de l'humain, le savoir-faire de l'humain. Et là, pour les salariés, c'est toujours source de satisfaction de savoir qu'ils contribuent vraiment à la valeur patrimoniale de la société. On va anticiper les risques, évidemment, puisqu'on va détecter des failles. Je vous donnais l'exemple de la marque tout à l'heure, c'est un exemple parmi d'autres, où grâce à la valorisation, on va voir qu'il y a des points sur lesquels, si on n'appuie pas un peu plus à l'avenir, on risque de perdre de la valeur financière plutôt que d'en gagner. Enfin, ça permet de pérenniser le développement puisque vous allez avoir un suivi de la valorisation et c'est ça l'idéal, c'est d'avoir la courbe de la valorisation qui retrace vos investissements, vos efforts, votre pilotage de ce capital immatériel et qui vous permet en temps voulu, soit de rentrer dans une logique de transmission qui est efficace avec cette courbe qui est démontrée, soit vous défendre dans des litiges ou du contentieux grâce à la courbe de cette valeur aussi pour démontrer le préjudice éventuellement que vous avez subi, soit pour rentrer tout simplement dans des logiques de développement en réseau, en licence, en franchise, à l'export, avec de la diversification, de la levée de fonds, etc. Donc sur tous ces plans-là, la valorisation de l'immatériel va vous appuyer. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que 1, la valorisation de l'immatériel n'est pas réservée aux industriels, ce n'est pas réservé aux grosses boîtes, c'est vraiment pour tout le monde. 2, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit suivie dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il faut démarrer d'écrire l'histoire de la valeur et de pouvoir suivre cette courbe. Peut-être que dans l'histoire d'une société, il va y avoir des creux, mais on va mesurer aussi sa capacité de rebond et de pouvoir ainsi démontrer en fait que la valeur a été, je dirais, favorablement appuyée, soutenue par les dirigeants pour arriver à une optimisation de cet immatériel. Ensuite, ça vous protège dans les éléments de différenciation que vous avez avec la concurrence. Donc ça, c'est un point qui est super important parce que ça vous permet aussi de vous protéger juridiquement et de pouvoir aussi vous défendre. Et puis, elle n'est pas nécessairement coûteuse. Voilà, ce n'est pas parce que vous faites une valorisation que vous devez débourser des dizaines de milliers d'euros à des consultants. Il y a des méthodes qui existent et qui sont bien moins onéreuses que ce qu'on connaissait il y a 10 ans. Enfin, comme je vous le disais, elle vous prépare à tout ce qui est transmission, à toutes les opérations, les transactions, les transformations. Alors, pour démarrer, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est déjà de commencer à identifier les éléments de différenciation que vous avez. Ensuite, de construire une base de connaissances éventuellement pour partager avec vos salariés. Et enfin,
challenger votre protection juridique et faire appel à des professionnels pour vous accompagner dans cette valorisation. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère qu'on pourra développer encore plus ce sujet à l'avenir et je remercie tout particulièrement Nantes Métropole et la plateforme RSE pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce sujet qui deviendra, j'espère, un sujet d'actualité bientôt. Merci à tous.